Bonjour, mes amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Nous allons discuter des événements les plus importants qui se sont déroulés au cours des 12 dernières heures. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir. Nous avons de nombreux sujets très intéressants à aborder, alors commençons. Cette fois, nous n'allons pas débuter par la situation sur le terrain ni par les déclarations de Poutine concernant la demande de Trump visant à sauver la vie des soldats ukrainiens dans la direction de Koursk. Au lieu de cela, nous allons commencer par un événement qui s'est produit sur le territoire de la ville d'Odessa. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo ou non, mais parlons-en à nouveau. Hier, un événement à la fois troublant et marquant s'est produit à Odessa. Dans cette vidéo, on peut voir qu'en pleine journée, vers entre 10h et 10h30 heure ukrainienne, un homme a tué un autre homme en pleine rue. On y voit comment un assassin a abattu un citoyen ukrainien dans le centre-ville d'Odessa. Cette scène a choqué aussi bien les Ukrainiens que les Russes, et tout le monde a tenté de comprendre ce qui s'était réellement passé. Rapidement, les Russes ont découvert un détail crucial. Lors de cet assassinat, la victime, Dingula, a été identifiée. Il s'est avéré que cet homme était impliqué dans le massacre qui s'est déroulé à Odessa en 2014. Pour rappel, en 2014, 42 civils ont été bloqués à l'intérieur d'un bâtiment, qui a ensuite été incendié, entraînant leur mort. Dingula faisait partie du groupe responsable de cette tragédie. Dès que cette information a été révélée, de nombreux Russes ont présenté l'assassin comme un héros de la Fédération de Russie. Voici d'ailleurs une image du tueur qui a éliminé Dimian-Gueyon. Pour eux, cet homme était un justicier ayant vengé les victimes du massacre d'Odessa. Cependant, du côté ukrainien, la version des faits est totalement différente. Selon eux, la victime était un patriote ukrainien, un activiste et un volontaire qui a été tué injustement. Ainsi, nous avons ici deux récits opposés, et il est essentiel de comprendre la vérité derrière cet événement. Voyons donc ce que nous savons réellement. Commençons par l'assassin. D'après les informations disponibles, il s'agit d'un ancien soldat. Selon plusieurs sources, il aurait été blessé 13 fois depuis le début de l'opération militaire spéciale en combattant contre les Russes. Il est donc évident qu'il ne peut pas être un héros de la Russie, car un homme qui a été blessé à plusieurs reprises en affrontant les Russes ne peut pas être considéré comme un de leurs agents. Cela signifie qu'il n'a probablement pas tué Dingula sur ordre ou sous l'influence des autorités russes. Passons maintenant à la victime, Dingula. Selon les informations disponibles, il n'a jamais servi dans l'armée ukrainienne. Cependant, en observant son apparence, notamment ses épaules et ses tatouages, il aurait pu parfaitement correspondre au profil d'un soldat des forces armées ukrainiennes. Pourtant, pour une raison inconnue, il n'a jamais été mobilisé. En réalité, Dingula dirigeait un gang à Odessa. Ce groupe collaborait avec les recruteurs militaires de la ville pour capturer de jeunes hommes et les envoyer sur le front. C'est probablement pour cette raison qu'il n'a jamais été enrôlé lui-même. Il rendait déjà de grands services aux autorités militaires ukrainiennes en fournissant de nouveaux soldats par des méthodes coercitives. Ainsi, toutes ces vidéos où l'on voit des recruteurs capturer des personnes ont été réalisées par des individus comme lui. Mais quelle est la relation entre cet homme et celui qui l'a assassiné en 2022 ou 2023 ? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il y a eu un cas très intéressant à Odessa. 3 recruteurs militaires sont entrés dans une salle de sport avec l'intention de mobiliser et capturer de jeunes hommes. Évidemment, un gymnase est un endroit idéal pour recruter un grand nombre de personnes aptes à être envoyées sur la ligne de front. Cependant, ces 3 recruteurs ont été stoppés par l'administrateur du gymnase, qui leur a ordonné, avec des mots très durs, de quitter immédiatement les lieux. Face à cette résistance, les recruteurs ont décidé de demander de l'aide à Dimian-Gula. Ils lui ont demandé non seulement de les aider à punir cet administrateur de salle de sport, mais aussi de faciliter son enrôlement de force. Dimian-Gula, présenté comme un volontaire et un activiste en Ukraine, s'est alors rendu au gymnase avec son groupe. Ils ont brutalement torturé l'administrateur, l'ont capturé et l'ont envoyé de force au centre de recrutement militaire. 3 mois plus tard, il a été confirmé que ce jeune administrateur de salle de sport avait été tué sur la ligne de front. Quel est donc le lien entre l'assassin de Dimian-Gula et cette histoire ? Selon les informations disponibles, l'assassin était en réalité le père de cet administrateur de gymnase. Cet homme, ancien officier et ex-soldat, combattait les Russes depuis le début de l'opération militaire spéciale. Il était un véritable héros pour l'Ukraine, car il se battait pour protéger sa famille. Il semble qu'il y ait eu un accord tacite, il irait combattre, mais son fils devait rester à l'abri. Or, la situation a pris une toute autre tournure. Lorsqu'il a appris que son fils avait été enrôlé de force et tué, il est retourné en Ukraine dès qu'il en a eu l'occasion. Il a retrouvé Dimian-Gula, et c'est ainsi que s'est produit l'événement que vous voyez à l'écran. Comme vous pouvez le constater, ni les médias russes ni les médias ukrainiens ne révèlent l'intégralité des faits. Du côté ukrainien, il leur est impossible d'admettre qu'un héros de l'Ukraine en ait assassiné un autre, qui était peut-être aussi un héros, mais pas aux yeux de ceux qui combattent sur la ligne de front.
La situation est donc extrêmement complexe, et il est peu probable que vous trouviez ces détails dans les médias ukrainiens ou russes. Passons maintenant à la situation sur le terrain. Tout d'abord, examinons les déclarations de Vladimir Poutine après la lettre publiée hier par Donald Trump, le président des États-Unis. Dans cette lettre, Trump demandait à Poutine de ne pas tuer les soldats ukrainiens. Il soulignait qu'à cet instant précis, des milliers de soldats ukrainiens étaient complètement encerclés par l'armée russe et dans une position extrêmement vulnérable. Il a insisté auprès de Poutine pour que leur vie soit épargnée. Suite à cette publication, Vladimir Poutine a commenté la situation lors d'une réunion avec les membres permanents du Conseil de sécurité. Le sujet annoncé de cette réunion était l'amélioration des relations avec les États-Unis. En ouverture de séance, Poutine a évoqué l'appel récent de Donald Trump concernant les soldats ukrainiens encerclés dans la région de Koursk. Il a déclaré que si Trump voulait voir ses soldats survivre, la première condition était leur reddition. Il a ajouté que la Russie leur garantissait la vie sauve, malgré les crimes de guerre qu'ils auraient pu commettre lorsqu'ils occupaient la région de Soumy. Aujourd'hui, nous avons également reçu une information importante de la part des autorités russes. La période durant laquelle les soldats ukrainiens peuvent encore se rendre a été prolongée jusqu'au 17 mars à 6 heures du matin. Les Ukrainiens ont donc le samedi et le dimanche pour prendre une décision, tenter une percée à travers les lignes ennemies ou se rendre. Les Russes affirment que, jusqu'au matin du 15 mars, aucun ordre n'avait été donné par Kiev, par Zelensky ou par le commandement militaire à ses soldats pour se rendre. Il est donc très probable que l'Ukraine ne donnera jamais d'ordre officiel en ce sens. Il compte plutôt sur le fait que ces hommes pourront soit percer les lignes ennemies, soit ralentir l'avancée russe le plus longtemps possible. Passons maintenant à la ligne de front pour analyser en détail les événements des dernières 12 heures. Selon les informations disponibles, les forces russes ont réussi à améliorer leur position en progressant davantage vers l'ouest. Toujours selon ces sources, au matin du 15 mars, les Russes avaient pris le contrôle total de la localité de Robbé. Hier, des rapports similaires avaient été publiés par des sources pro-russes fiables. Ce matin, cette information a été confirmée par le canal Telegram officiel du groupe de forces North. Par ailleurs, différentes cartes militaires et sources indépendantes rapportent que les Russes ont continué leur progression et que des combats se déroulent déjà pour le contrôle de la partie centrale de Goka. Il est donc probable que cette zone tombe sous leur contrôle dans les prochaines heures. De plus, des affrontements violents sont signalés dans le village de Goa, où les forces russes sont entrées. Ce village devrait également être capturé sous peu. En résumé, tout laisse penser que Goka et Goa tomberont aux mains des Russes dans les heures à venir. Après cela, il ne resterait plus que 2 villages à conquérir pour compléter cette offensive. Garal, situé à la frontière ukrainienne, près de la localité de Mapola. Alen, qui se trouve également à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Les forces russes tenteront probablement de s'emparer de ces villages au cours de la semaine prochaine. Toutefois, cela ne se fera pas d'ici la fin du week-end, en raison des nombreuses opérations encore en cours. Par ailleurs, nous continuons à recevoir des mises à jour et des vidéos en provenance de Sudra, qui est devenu un lieu emblématique. Ce site est légendaire car il a été l'un des premiers capturés par les Ukrainiens au début de cette offensive. De nombreux soldats ukrainiens y sont passés et ont laissé des inscriptions et des messages sur les murs, comme un souvenir de cette bataille. Les Russes ont publié plusieurs vidéos montrant les équipements capturés en guise de trophée. Dans l'une d'elles, on voit qu'ils ont mis la main sur un obusier M777 des forces armées ukrainiennes, intact. Ils ont également récupéré du matériel utilisé par les Ukrainiens pour construire des ponts, ce qui montre qu'un grand nombre d'équipements a été saisi dans cette zone. Passons maintenant à un autre secteur du front, celui de Kupiansk Nord. Aujourd'hui, plusieurs rapports indiquent que les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes hors du territoire de Figa. Cette information a d'abord été diffusée par des sources pro-ukrainiennes hier, puis confirmée aujourd'hui par des cartographes neutres. Enfin, dans la ville de TZK, les combats se poursuivent. Cependant, cette fois, les Russes ont réussi à améliorer leur position et à reconquérir certains territoires perdus lors de la contre-offensive ukrainienne. Des sources ukrainiennes ont publié une vidéo montrant des frappes de drones sur des positions russes dans la partie nord de Tay. Sur la base de cette vidéo, la carte du champ de bataille a été mise à jour, ajustant la zone contestée sous contrôle russe. Enfin, d'après nos informations, les Russes ont traversé le canal S. DBAS, à l'ouest de Hanova, et tentent désormais d'établir une tête de pont sur la rive ukrainienne pour préparer une avancée en direction de TK. Passons maintenant à la situation aux abords de la ville de Pakro, où les combats restent extrêmement intenses. Les affrontements les plus violents se déroulent autour du territoire de Chanka. Aujourd'hui, plusieurs cartographes ont rapporté qu'au matin du 15 mars, les Russes, grâce à une contre-offensive, ont réussi à reprendre le contrôle de la partie sud de cette localité. Je rappelle qu'hier encore, cette zone était marquée en faveur de l'Ukraine sur nos cartes, en raison d'une vidéo publiée par la partie russe.
Mais à la lumière des rapports de sources neutres, nous ajustons la carte pour la considérer comme une zone contestée. Comme vous pouvez le constater, les affrontements pour ce territoire sont particulièrement intenses. Par ailleurs, les Russes ont réussi à reprendre presque totalement le contrôle de la localité de Pana. Des sources ukrainiennes ont publié des vidéos montrant leurs attaques contre les positions russes situées en périphérie du village. Sur la base de ces images, nous avons ajusté la carte, en modifiant une petite zone autour de la mine. De plus, les Ukrainiens ont diffusé des vidéos de bombardement contre les Russes près de la localité de Zova, ce qui confirme que les Russes tiennent toujours leur position dans cette zone et qu'ils n'ont pas reculé sous la pression ukrainienne. Il est clair que les Russes stabilisent et sécurisent leur ligne avant de poursuivre leur progression. Nous avons également reçu des informations indiquant que les Russes ont repris le contrôle de la localité de HPAV, du moins en partie. Une vidéo confirme qu'ils contrôlent désormais la partie centrale du village, tandis qu'une autre confirme leur présence dans la partie orientale. Cela montre que les Russes ont repoussé les attaques ukrainiennes menées depuis le début de l'année et qu'ils sont en train de regagner les territoires perdus. Après cela, ils poursuivront leur offensive. Situation sur le front sud. En ce qui concerne la direction de Sud-Dan, les combats sont moins intenses. Cependant, nous avons reçu quelques rapports indiquant que les Russes sont entrés dans le village de Vappois, où des affrontements violents sont en cours. Malgré cela, l'activité russe semble avoir ralenti, probablement pour permettre une réorganisation des troupes. L'évolution la plus importante de ces dernières heures concerne cependant la direction de Zaporizhia, où les Russes poursuivent leur offensive. Ils ont significativement amélioré leur position au cours des derniers jours. Par exemple, voici la situation au 12 mars, puis au 14 mars, où les Russes ont avancé de 3 lignes vers le sud de Malish-Shiraki. Au matin du 15 mars, selon différentes sources, les Russes ont pénétré dans le village de Shiraki et se sont rapprochés de la route T8 à 12, située à l'ouest de Malish-Shiraki, probablement dans le but de couper les lignes d'approvisionnement venant de l'ouest. Une manœuvre similaire a également été menée à l'est. Il semble donc évident que les Russes cherchent à placer ces deux localités sous leur contrôle total, et pour le moment, il ne semble pas que l'armée ukrainienne puisse les arrêter. Toujours selon les informations disponibles, les Russes ont progressé à l'ouest de Patki, et il est probable qu'ils préparent une attaque sur Foda, en direction de Labova. Nous avons également commencé à recevoir des rapports indiquant que les Russes auraient percé la ceinture défensive ukrainienne et se seraient approchés de Sto. Actuellement, ils continuent de renforcer leur position dans cette zone. En résumé, si les Ukrainiens ne parviennent pas à organiser une défense efficace, tout ce qui se trouve au sud de cette ligne rouge sera probablement capturé par les Russes. Durant la nuit, les Russes ont mené plusieurs frappes Iskander sur différentes régions du sud de l'Ukraine. Une vidéo montre l'impact d'une frappe Iskander sur la localité de Karok. Ce matin, des sources ukrainiennes ont publié des images des dégâts causés par cette frappe. Les Russes affirment avoir détruit un autre H, où se trouvaient probablement des volontaires occidentaux. Il s'agit de la deuxième frappe de ce type sur Karok depuis le début du mois de mars, visant apparemment les positions de ces volontaires. Enfin, la ville d'Odessa a été bombardée par des drones Shahed, marquant une nouvelle attaque contre cette zone stratégique. C'est tout pour ce récapitulatif militaire. Rappelons que nous condamnons toute forme de violence dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un like, rejoignez mon Patreon, et passez une excellente journée.